Laurent Chérizet, bonjour. Vous êtes directeur général de l'association Simon de Sirène. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de l'association et le lien avec le film Intouchable? Oui, alors Simon de Sirène, en fait, c'est une association qui est née il y a quelques années. On a ouvert nos premières maisons il y a 6 ans. Et quand une association nouvelle se crée, c'est en général pour répondre à une nouvelle problématique de société. C'est lié à un formidable progrès de la société, qui est que dans les années 80, se sont implantés les SAMU. Les SAMU, ça a complètement redessiné le paysage de l'urgence médicale en France, et dans d'autres pays aussi, dans les mêmes années. Et le SAMU a permis que chaque année, 40 000 Français qui ont des graves accidents de la vie, donc c'est pour les 15-25 ans, c'est les accidents du sport, les accidents de la route, et puis après ça, pour les 40 ans et plus, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Et ça, c'est chaque année 40 000 personnes qui avant décédaient et qui, depuis les SAMU, restent en vie. Donc ça, c'est vraiment une très belle nouvelle, j'ai envie de dire. Maintenant, quand ces gens se réveillent, après plusieurs mois de coma à l'hôpital, leur vie devient très compliquée. Parce qu'ils ont, du fait de l'accident, des lésions dans le cerveau. Le cerveau, c'est le poste de commandement. Et ces lésions vont créer des handicaps acquis à cause des lésions, à la fois physiques, le corps dysfonctionne. On a des gens, Simon de Sirène, qui sont en fauteuil, d'autres qui marchent mal, etc. Et puis des handicaps psychiques. C'est très difficile de se réveiller avec un handicap d'un coma et de se dire mais qui je suis, quel est le sens de ma vie, et puis les handicaps psychiques liés aux lésions, et puis des handicaps cognitifs, difficulté à parler, difficulté à se rappeler de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait il y a une heure, etc. Et en général, les gens ont une bonne mémoire d'avant l'accident. Et en fait, du coup, leur situation met une espèce de lumière très crue et parfois assez violente sur une grande question de société, qui est la question de savoir finalement qui est l'être humain et quel est le sens de notre vie. Et notre société moderne, les philosophes parlent de postmodernité, elle nous dit quoi depuis qu'on est à l'école, avec nos carnets de notes, avec le classement, etc. Elle nous dit il faut être efficace, il faut plutôt être premier de classe, il faut être rentable, il faut être performant, il faut savoir, il faut avoir, il faut vouloir, il faut paraître, etc. pour que notre vie soit réussie. Alors c'est vrai que être bon dans son domaine, etc., ça aide à un épanouissement. Mais fondamentalement, est-ce que la vie, ce n'est que cela? Alors, si ce n'est que cela, effectivement, il faut éliminer les fragiles, il faut éliminer les différents. Et là, ça nous emmène dans des pages très sombres de l'histoire de l'humanité. Et on sent bien que ce n'est pas que cela. Mais on a du mal à nommer le reste. On a du mal à nommer le reste. Et Simon de Sirène, en fait, c'est né de cette expérience-là, de plusieurs familles, dont la mienne, concernée par un proche. Voilà, moi, c'est ma sœur qui a eu un accident de voiture en 83, plusieurs mois de coma. Et quand ces gens se réveillent et qu'ils nous disent « Mais pourquoi tu m'as gardé en vie? Quel est le sens ?» Alors le tu, il s'adresse à la société, au corps médical, aux moyens phénoménaux qu'on met en œuvre, financiers, médicaux, etc., pour garder en vie. Et le cheminement, c'est du temps long, douloureux, incertain, mais ça amène finalement à ce que ces personnes nous interpellent en nous disant « Mais voilà, je suis dépendant, je suis fragile, j'ai besoin de toi. » Et ce « j'ai besoin de toi », il y a quelque chose de très bouleversant, parce que quand quelqu'un vient me dire « j'ai besoin de toi », il me révèle que je suis capable de l'autre. Je suis capable d'altérité. Je suis capable de la rencontre, de quelqu'un qui est différent, de quelqu'un qui est fragile. Et il m'aide à me libérer de mes peurs, la peur de sa différence, mais aussi de mes propres différences, de mes propres fragilités, de mes propres incapacités. Et en fait, il y a comme une reconstruction anthropologique, une reconstruction fondamentale dans une capacité à rentrer en relation et à être co-créateur, à être co-acteur d'une société qui est fraternelle et d'un vrai projet de société. Et dans la famille, comment ça se traduit, ce changement? Des relations changent entre parents et enfants, justement, vous et votre sœur? Comment les relations se Alors, aujourd'hui, Simon de Sirène, on est dans 12 villes, c'est à peu près 1000 personnes en France. Donc moi, je participe beaucoup à des groupes de parole, voilà, on travaille beaucoup ensemble, c'est vraiment des choses qu'on élabore ensemble. Et voilà, donc c'est beaucoup des familles avec qui je suis en interaction. Et en fait, ce que je vois, c'est que le handicap isole. Il y a quelque chose d'extrêmement violent, il isole parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Et la ligne de, enfin, la ligne de choc, l'onde de choc, elle est au niveau de la famille, au niveau de la personne et de ses proches.
quelle que soit la configuration familiale, peu importe, mais l'onde de choc, elle est là. C'est-à-dire que les proches, en général, jusqu'au moment où il y a le coup de fil qui annonce l'accident, grosso modo, tout va bien. On fait partie de ceux pour qui le handicap, c'est pas pour nous. Ouais. Comme les graves accidents de la vie, hein. C'est pareil avec le cancer, c'est pareil tout ça. On reçoit le coup de fil qui annonce, voilà, votre proche a eu. Et là, tout bascule. La seconde d'après, la vie bascule. La vie bascule, on va mettre du temps à comprendre ce qui arrive, à ne plus rêver que la vie va revenir comme avant. Et tout d'un coup, on va comme découvrir que la vie est fragile. On va comme découvrir que c'est pas parce qu'on est dans l'efficacité et la performance que tout va bien fonctionner. On va découvrir qu'il y a une autre réalité. Et ça fragilise la famille, en fait. Et ça fragilise la famille, ça fragilise l'entourage, ça fragilise la société, et ça interpelle. Et ça interpelle. Alors il y a des moments qui peuvent être très longs, qui peuvent être des moments de profonde fatigue, de profonde angoisse, de profond doute. Il y a une expérience qui est très douloureuse, qui est l'expérience de la solitude. La personne dépendante, c'est épuisant pour elle-même et pour ses proches. On dit, il y a une étude qui est sortie récemment du ministère de la Santé, que ce qu'on appelle les aidants naturels, hein, donc les tout proches, ça peut être les parents, ça peut être le conjoint, etc., d'une personne dépendante et handicapée, souvent meurent avant la personne elle-même, tellement elle est épuisée. Voyez, donc ça dit bien quelque chose, ça. Et en même temps, ça vient comme interpeller notre société. Ça vient interpeller notre société pour dire, mais est-ce qu'encore une fois, notre société n'est que efficacité et performance? Ou est-ce qu'il n'y ait pas temps de revisiter le fait que si on prend une espérance de vie de 80 ans, on voit pour nos enfants que les 25 premières années de notre vie sont fragiles. On voit avec nos parents que les 25 dernières années de notre vie sont fragiles. Vous voyez, donc ça fait déjà 50 ans de fragilité. Et les 30 ans au milieu, il y a 10 millions de personnes qui sont handicapées ou malades. Il y a 8 millions de mal logés. Il y a 8 millions de personnes qui sont au chômage ou en emploi précaire. Il y a une personne sur deux qui vit seule dans les grandes villes. Est-ce qu'il n'est pas temps de se réconcilier avec la fragilité? Après la Première Guerre, 14-18, on a eu les retours des gueules cassées. Dans toutes les familles, il y avait des gueules cassées où il y avait des personnes qui avaient des grands traumatismes aussi. En 1939 aussi, on a quand même connu deux guerres. Donc est-ce qu'on finalement, la fragilité n'a pas toujours existé? Ah ben moi, j'en suis aujourd'hui évidemment plus que témoin et plus que convaincu, hein. C'est le sens de tout mon engagement depuis que j'ai fondé Simon de Sirène il y a 11 ans. Et qu'est-ce qu'on voit dans nos maisons Simon de Sirène? Ce qui s'est vécu avec les gueules cassées, ce qui s'est vécu à chaque fois comme ça qu'il y a des grands tremblements parce que la vie amène des grandes épreuves, hein, de toutes sortes, hein. Je pense aux migrants, je pense à... Vous imaginez la violence pour une famille de ne plus pouvoir nourrir ses enfants parce que le pays est en guerre et d'être contraint à cette migration. Enfin, c'est des violences inouïes à l'humanité, ça, hein. Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, ça vient nous convoquer. Ça vient nous convoquer radicalement dans des moments où les masques tombent et des moments qui ne mentent pas. C'est une espèce de moment de vérité comme ça. Et face à ça, eh bien, soit on peut être tenté par une sorte d'apeurement et de repli identitaire, de communautarisme. Et là, il y a les chiffons rouges, hein, en période électorale, on voit bien les populistes, les discours identitaires, etc. Et c'est effrayant. Et c'est effrayant parce qu'on va créer une société avec une tyrannie de la normalité, hein, et un refus de l'altérité. Et profondément, biologiquement, la loi de la vie, c'est qu'il faut oser la rencontre de la différence pour faire jaillir la vie. Donc ces discours-là ne fonctionnent pas. Ces discours-là qui apeurent sont des discours qui vont déstabiliser, déstructurer la société et qui ne peuvent créer que de la division, que de l'angoisse et que de la guerre. Et puis de l'autre côté, il y a, et c'est pour ça qu'actuellement on a lancé un mouvement en lançant un appel qu'on a appelé l'appel des intouchables, en reprenant le film, hein, dans lequel on est lié à la fraternité. Il y a le fait de revisiter ce paradoxe, c'est que face à ce défi de la peur, peur de ne pas être capable, peur de la différence, peur de la fragilité, peur de l'autre, peur de tout ce qui peut me déstabiliser, eh bien, la personne fragile, qu'on est chacun encore une fois, ou nos proches un jour ou l'autre, hein, dans ce parcours de vie, eh bien, elle nous appelle, elle nous convoque, et elle me dit « j'ai besoin de toi, n'aie pas peur de moi ». Et dans ce « n'aie pas peur de moi », eh bien, il y a une invitation à la relation. Il y a une invitation à la relation qui va nourrir ce désir qu'on a tous de vivre ensemble et de fraternité. Sauf que là, il part de la personne fragile. C'est elle qui est comme prophétique pour nous interpeller là-dessus, voyez-vous? Et lorsque cette personne nous interpelle là-dessus, elle me révèle que je suis capable de ça. Et là, il y a un grand projet de société inclusive, de société où la personne fragile va créer
une audace relationnelle qui va créer quoi? Quelque chose de fondamental, dépassement de la peur et audace de la confiance. Et je fonde une société de confiance, et la confiance, c'est le prérequis de la croissance, croissance humaine, croissance sociale, croissance économique. Donc je crois que c'est un vrai et grand projet de société, et c'est le sens de notre appel des Intouchables à la fraternité, c'est en période d'élection de dire le mandat qu'on va donner aux hommes politiques, c'est pas d'être eux-mêmes les initiateurs de ça c'est les citoyens qui sont initiateurs. C'est à chacun d'être initiateur de ça, dans nos cages d'escalier, dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos villes, dans nos écoles, dans nos entreprises. Mais par contre, on donne mandat aux politiques de faciliter ça, qu'il y ait des cadres de loi qui facilitent ça. Ouais. Dans la classe politique, on n'a pas souvent l'occasion de voir des personnes handicapées. Alors, je vais vous faire une toute petite fresque historique qui est assez touchante. Il y a eu 3 grandes lois sur le handicap, hein, sous la Ve République. Donc, je parle de l'histoire récente. La première grande loi sur le handicap, c'est Simone Veil. Hein. On est dans les années 70. Et c'est une loi qui a été initiée par Pompidou. Et pourquoi est-ce qu'elle est initiée par Pompidou? Pompidou meurt et c'est Simone Veil sous Giscard qui va faire voter cette première grande loi qui donne un statut et des droits à la personne handicapée. Avant, elle était invisible. C'est majeur de donner un statut et des droits. Et pourquoi? Parce que Pompidou, à la demande du général de Gaulle, était administrateur de la Fondation Anne de Gaulle et allait parfois le dimanche dans la fondation et prenait sur ses genoux des gamins trisomiques, jouait avec eux et a découvert que ces personnes ouvraient en lui une humanité profonde. Parce que le général avait lui-même une fille handicapée. Et voilà. Et la dernière grande loi, la loi de 2005, c'est une loi qui est portée par un autre président de la République qui a lui aussi un enfant handicapé, qui est Jacques Chirac. Et là, c'est la loi de 2005 qui dit la personne ne doit pas être réduite à son handicap, elle doit pouvoir choisir son projet de vie. Parce que Chirac a vécu ça dans ses tripes. La société dont moi je rêve aujourd'hui, c'est une société dont l'épicentre soit la personne fragile. C'est encore une fois pas en marge, c'est chacun de nous. Hein. Personne fragile parce qu'elle est enfant, personne fragile parce qu'elle est âgée, personne fragile parce qu'elle est au chômage, parce qu'elle est migrante, parce qu'elle est seule. Et que cette personne-là, on ait de plus en plus d'espace, de plus en plus de facilitation par les lois, par les moyens financiers, administratifs, pour que cette personne-là irrigue nos quartiers, nos villes, nos écoles, nos centres sociaux, irrigue pour qu'elle appelle à cette société inclusive. Et ça va créer de la confiance. Et moi, je suis un ancien chef d'entreprise, hein, j'ai créé plusieurs entreprises. Je peux vous dire qu'en entreprise, une entreprise se développe lorsqu'il y a fondamentalement un socle de confiance. Hein. Il y a vraiment une alliance confiance-croissance. Et donc, si jamais il y a un projet politique qui permet de refonder la confiance, confiance en l'autre, confiance en soi, confiance en nous, eh bien, naturellement, on trouvera le chemin de la croissance. On a été lauréat d'un prix de l'Élysée qui s'appelle La France s'engage, qui prime les innovations sociales. Et le président de la République m'a remis le prix avec en fait derrière possibilité d'abord des soutiens financiers, puis possibilité de dialoguer avec les ministères pour faire bouger les lois, pour que notre innovation sociale ne devienne pas quelque chose qui est contraire mais qui est une vraie case administrative pour qu'elle se déploie. Qu'il puisse y avoir partout en France des maisons où cohabitent des personnes handicapées valides, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes autistes, les personnes ceci, cela. Voilà, c'est un vrai sujet et c'est en ça qu'on a été primé et qu'on dialogue et qu'on travaille avec les ministères pour bouger les lois. Donc j'étais à l'Élysée avec Fabien, une personne handicapée, une des premières à vivre dans nos maisons, et il a témoigné. Et son témoignage était de dire, mais vous savez, il faut imaginer, il y avait 500 personnes, des ministres, le président, etc. Vous savez, moi, depuis que je suis handicapé, quelqu'un qui a un accident en cours de vie, la conséquence de mon handicap, c'est que je suis lent. Et être lent, c'est un handicap, mais ce n'est pas toujours un problème. Par exemple, quand je marche plus lentement. Mais quand je me promène avec un ami, la promenade dure plus longtemps. Et puis il a continué, il a dit, puis quand je déjeune, je mange lentement, mais quand je mange avec un ami, la fête dure plus longtemps. Puis il a regardé tout le monde, il a dit, puis vous voyez, je parle lentement, mais les gens m'écoutent mieux.